Un grand merci aux organisateurs de nous proposer ce créneau pour pouvoir présenter les résultats de cette expertise du CNRS, qui est une autosaisine, une expertise qui s'intitule « Vers une utilisation responsable des terres rares tout au long de leur cycle de vie ». Donc c'est un travail qui a été réalisé pendant 2 ans, qui a rassemblé 30 experts avec un bon équilibre entre les sciences sociales et les sciences dures, et pour lequel on a analysé au départ 14 000 publications, et puis suite à un premier tri sur Abstract, on a analysé 4 100 publications qui ont abouti aux résultats qu'on va vous présenter aujourd'hui. Donc c'est une expertise qui a été copilotée par Romain Garcier, géographe, Pascal Ricard, qui est juriste, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, et moi-même. Clément Levard, moi je suis chercheur au CNRS dans un laboratoire géosciences de l'environnement au CEREG à Aix-en-Provence. Alors d'abord quelques éléments de contexte. Je suis désolé pour ceux qui connaissent très bien les terres rares, mais je pense que c'est important de rappeler ces éléments de contexte pour ceux qui connaissent moins ce sujet et pour comprendre le positionnement de l'expertise. Donc depuis 2015, la croissance annuelle de la production mondiale en terres rares est en moyenne de 13% par an, et ce pour des besoins stratégiques. Donc 13% par an, ça veut dire qu'on double la demande à peu près tous les 6 ans. Quand on parle de besoins stratégiques, Olivier en a parlé pour la transition environnementale, numérique. Là, vous avez l'exemple ici l'utilisation des terres rares dans les moteurs de voitures électriques, mais aussi dans les moteurs d'éoliennes offshore. Même si aujourd'hui, ça représente une faible proportion de l'usage. Aujourd'hui, c'est seulement 5% pour ces deux applications-là. Le deuxième point important, c'est que le potentiel géologique en France est faible et qu'aujourd'hui, il existe un monopole chinois de la production. On verra quelques chiffres ensuite. Donc si je représente ici la souveraineté de la France et de l'Europe à travers cette balance entre l'équilibre entre l'offre et la demande, vous voyez qu'aujourd'hui, la souveraineté est faible. On a une demande qui est forte pour des enjeux stratégiques et aujourd'hui, sur le sol européen, on a une offre qui est quasiment inexistante. Et donc, on a voulu, à travers l'analyse de la littérature, répondre à la question comment renforcer la souveraineté sur les approvisionnements en terres rares. Et pour ce, il y a 2 possibilités, c'est de jouer des 2 côtés de la balance. Le premier, c'est d'augmenter l'offre, en augmentant la production, en diversifiant les approvisionnements. Et c'est un peu le sens de la politique européenne, et notamment du règlement européen sur les matériaux critiques de 2024. Mais l'autre possibilité, c'est aussi de regarder la demande et alléger la demande par des usages qui sont plus sobres et responsables des terres rares. Donc cette vision un peu systémique, cette approche qu'on a voulu étudier à travers la littérature, à travers 3 leviers que sont réduire la consommation en terres rares, recycler et extraire autrement ces éléments. Donc les terres rares, qu'est-ce que sont les terres rares? De quoi parle-t-on? Donc les terres rares, c'est une famille de 17 éléments chimiques. Vous avez l'anthanide en bas et plus l'yttrium et le scandium. Donc c'est vraiment une des particularités de ces éléments par rapport aux autres métaux de base, c'est que c'est une famille. Donc si je veux utiliser une terre rare pour une application, il faut que j'extrais la totalité de ces éléments-là. Ce qui peut poser un certain nombre de problèmes qu'on appelle notamment le balance problem, qui est la différence entre les concentrations relatives naturelles et l'utilisation réelle dans les objets. Un point qui est important, c'est qu'il y a pas mal de confusion autour de ces terres rares. Les terres rares ne sont pas rares. Un métal rare, c'est l'or, par exemple. L'or, je ne sais pas si j'ai une... Non, j'ai pas de... Si. Si je prends l'or ici, c'est un métal rare qui est 30 000 fois moins concentré dans la croûte terrestre par rapport au cérium, par exemple, qui est la terre rare... Attends, je ne vais pas utiliser ça, je vais utiliser ça. Voilà. Par rapport au cérium, qui est la terre rare la plus concentrée dans la croûte terrestre. Et par comparaison, le cérium est aussi concentré dans la croûte terrestre que le cuivre. Ce qui fait qu'on les appelle rares, c'est qu'il n'existe pas de gisement très concentré. C'est assez diffus finalement dans la croûte terrestre. Alors il faut savoir que ces éléments ont des propriétés qui sont vraiment particulières, vraiment uniques, qui sont variables d'une terre rare à l'autre. Ça peut être des propriétés optiques, des propriétés magnétiques ou catalytiques. Et si je prends par exemple le cas des propriétés magnétiques, vous avez ici les 6 terres rares qui ont des propriétés assez uniques qui permettent de fabriquer des aimants permanents très puissants. Donc si on regarde un peu ces éléments chimiques que vous avez listés en haut, vous voyez qu'on utilise seulement quelques terres rares par application.
Donc ces éléments chimiques, on les utilise dans des matériaux. Je vous ai parlé des aimants permanents qui représentent l'usage le plus important aujourd'hui. C'est à peu près un tiers des usages. Mais vous voyez qu'on les utilise dans tout un tas de matériaux très divers, qui vont des poudres de polissage qu'on utilise pour polir, par exemple, les lunettes, tous les verres optiques, les semi-conducteurs, mais aussi le catalyseur pour craquer le pétrole, pour fabriquer des carburants, dans les électrodes, dans certaines batteries, comme matériaux luminescents, dans des verres, des céramiques ou des alliages pour renforcer les propriétés mécaniques, notamment des alliages. Donc vous voyez les enjeux stratégiques, hein, tous les domaines un peu stratégiques dans lesquels on les retrouve, que ce soit en santé, dans les transports, dans le domaine de l'énergie, dans le numérique ou encore dans la défense. Donc vous voyez les applications très larges de ces terres rares. Alors quand on s'intéresse à l'approvisionnement de ces terres rares et au futur, hein, à la future demande, il y a une chose qui est importante de considérer, c'est les dynamiques à la fois temporelles et spatiales des terres rares. Parce que vous allez voir que c'est très usage dépendant. Donc si on regarde sur les 8 dernières années, ici, vous voyez un taux de croissance important pour les aimants permanents. Et la littérature qui s'intéresse à la prospective, à la modélisation des besoins futurs, montre que cette tendance va s'accentuer, notamment pour répondre aux besoins pour le parc automobile électrique. Ce n'est pas le cas de tous les usages, et c'est ce qui fait la complexité de ces métaux. C'est que, par exemple, ici, pour les luminophores, vous voyez qu'il y a une tendance décroissante, parce qu'on utilisait ces poudres luminescentes dans les lampes fluocompactes, qui sont petit à petit remplacées par des diodes, qui, elles, contiennent beaucoup moins de terres rares, je vous montrerai tout à l'heure. Un autre point qui est important, notamment dans une perspective de recyclage, hein, c'est la dispersion géographique, cette fois-ci, des terres rares, où on distingue deux types d'usages. Le premier, c'est les usages concentrés, c'est-à-dire beaucoup de terres rares dans peu de dispositifs. C'est le cas des éoliennes offshore, où on peut avoir plusieurs centaines de kilos de terres rares par éolienne, sachant qu'il y a peu d'éoliennes à travers le monde, comparé à, par exemple, au LED. Donc cette fois-ci, on a une infime quantité de terres rares, quelques milligrammes, par dispositif, et des dispositifs qui sont vendus par milliards annuellement à travers le monde. Donc vous voyez qu'en termes de collecte, ce n'est pas du tout le même enjeu d'aller collecter des terres rares dans une éolienne ou dans des LED, et Romain montrera un autre exemple parlant tout à l'heure. Alors, en termes de production, en termes de ressources, de réserves et d'extraction, voici quelques chiffres qui montrent notamment le monopole de la Chine sur cette ressource. Alors aujourd'hui, les ressources mondiales sont estimées à 478 millions de tonnes, donc les ressources, hein, la quantité de terres rares qu'on pourra exploiter à des concentrations relativement intéressantes dans la croûte terrestre. Si on regarde cette fois-ci la part de cette ressource qu'on sait exploiter aujourd'hui avec les moyens techniques d'une manière viable économiquement parlant, on a 100 millions de tonnes de réserves aujourd'hui à l'échelle mondiale. Si on regarde la production, cette fois, mondiale, en 2024, on était à 390 000 tonnes. Donc voilà, ça semble faible hein, par rapport aux réserves, mais si on extrapole un peu les taux de croissance annuels, et si on imagine une évolution linéaire, hein, exponentielle, pardon, qui ne sera pas le cas, mais on pourrait atteindre ces 100 millions de tonnes assez rapidement, finalement, en moins de 50 ans. Le scénario plus réaliste, c'est qu'on va avoir un besoin très important dans les prochaines années qui arrivent, et puis ensuite, la croissance va diminuer pour atteindre certainement un palier. Si je regarde maintenant la distribution de ces ressources à l'échelle mondiale et qu'on regarde les ressources, c'est assez bien distribué aujourd'hui entre une dizaine de pays à l'échelle mondiale, avec la Chine hein, qui possède 35%, près d'un tiers des ressources connues aujourd'hui. En parallèle, l'Europe, on a quelques ressources dans les pays scandinaves qui représentent à peu près 6% des ressources. En termes de réserve, la Chine, c'est 44%. En termes d'extraction du minerai, c'est 68%. Par contre, en termes de raffinage, c'est-à-dire l'étape finale de séparation, de purification des terres rares, hein, je vous rappelle, c'est une famille, il faut séparer toutes ces terres rares et les raffiner, ce qui demande une expertise complexe. Aujourd'hui, on est à 90% par la Chine. Donc ça veut dire que même les minerais qui sont extraits dans les pays comme, par exemple, les États-Unis, sont ensuite envoyés en Chine pour être raffinés et séparés. Et vous voyez en parallèle qu'en Europe, pour l'instant, on a quelques ressources, mais on n'a pas de capacité de production, en tout cas à court terme. Donc du fait à la fois du risque d'approvisionnement lié notamment à ce contexte géopolitique et ce monopole, et de l'importance économique pour des enjeux, pour des applications stratégiques de ces métaux, les terres rares sont considérées comme critiques par l'Union européenne hein, depuis 2010. Un dernier point sur l'extraction, en termes d'impact socio-environnementaux, là aussi, il y a une spécificité de ces métaux
qui fait que leur extraction est relativement problématique d'un point de vue environnemental. Et la littérature montre qu'elle est plus élevée que les métaux de base. Ceci s'explique par deux facteurs. Le premier, c'est que c'est une famille, il faut séparer ces éléments. Ça demande beaucoup d'étapes, à peu près 1000 étapes pour séparer ces différents éléments qui consomment de l'énergie, des produits chimiques. Mais c'est aussi des métaux qui sont naturellement associés dans la croûte terrestre à des éléments radioactifs comme le thorium ou l'uranium. Et donc chaque tonne de terres rares produites génère une quantité importante de déchets radioactifs. Et ensuite, la littérature reporte aussi des problèmes sanitaires, et notamment une exposition forte des travailleurs sur des hotspots que sont les sites miniers ou les sites de traitement du minerai. Donc nous allons maintenant rentrer un peu dans le vif du sujet, essayer de répondre à cette question, comment renforcer la souveraineté française et européenne, et nous allons vous présenter un peu ce que dit la littérature sur ces trois sujets, sur la réduction de la consommation de terres rares, sur le recyclage, et sur d'autres modalités d'extraction de ces éléments. Alors je vais vous présenter, on va vous présenter avec Romain ce premier axe sur la réduction, et d'abord sur un corpus plutôt sciences des matériaux, qui s'intéresse à la réduction par la substitution de ces éléments dans les dispositifs. Il y a un corpus très important sur les aimants permanents, qui est l'usage principal et qui va continuer à se développer dans les années futures. Et la littérature montre que dans le cas des aimants permanents, certaines terres rares sont substituables, mais souvent au détriment de la performance magnétique. Et aujourd'hui, à volume constant ou à masse constante, on n'est pas capable de produire un aimant permanent sans terres rares aussi puissant qu'un aimant permanent avec terres rares. Par contre, on sait substituer les terres rares les plus critiques, donc les aimants permanents classiques qui sont le plus répandus à l'échelle mondiale, c'est les néodymes fer-bore. Et il y a toute une littérature qui essaye de substituer le néodyme, qui est une terre rare très critique, par des terres rares moins critiques, comme le praséodyme et le cérium. Mais la littérature montre que c'est au détriment de la performance magnétique. On peut aussi jouer, pas à l'échelle du matériau, mais à l'échelle du dispositif, du moteur, par exemple, pour jouer sur la disposition des aimants dans le rotor. Ce que vous voyez ici, en noir, tous les aimants permanents dans un rotor. Et comme ça, on est capable d'optimiser le rotor pour diminuer la quantité d'aimants dans le moteur. Mais ce que montre la littérature, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'obstacle technique pour éliminer les terres rares du moteur des voitures électriques. Même si la majorité des voitures aujourd'hui ont un moteur avec terres rares, il existe sur le marché des voitures sans terres rares. Ensuite, la littérature montre aussi que l'innovation technologique permet de créer des dispositifs performants avec moins de terres rares ou pas de terres rares. Et là, je vous montre deux exemples emblématiques qui sont souvent reportés. Le premier, c'est le cas des électrodes, des matériaux d'électrodes dans les batteries. Avant, on utilisait beaucoup les batteries NiMH qui contiennent ces quatre terres rares, lantane, cérium, praséodyme et néodyme. Et aujourd'hui, on le sait, ces terres rares sont remplacées petit à petit par des batteries lithium-ion. Donc, c'est pas forcément très souhaitable parce que la problématique est similaire. On remplace des métaux critiques par d'autres métaux critiques avec des enjeux un peu similaires. Mais en tout cas, voilà, les batteries aujourd'hui contiennent de moins en moins de terres rares. L'autre exemple, j'en parlais tout à l'heure, c'est les matériaux luminescents qui sont utilisés dans les lampes fluo compactes, qui consommaient pas mal d'europium, de terbium et de dysprosium. L'europium est une terre rare assez rare. Et aujourd'hui, donc, ces dispositifs sont remplacés par des LED qui consomment à peu près 100 fois moins de terres rares. Et surtout, les terres rares qui sont utilisées, c'est le cérium qui est une des terres rares les moins critiques parce qu'une des terres rares les plus abondantes sur Terre. Donc voilà, ça c'est le corpus sciences des matériaux. Et je vais laisser Romain vous parler un peu de la question de la réduction à travers le corpus plutôt sciences sociales. Merci beaucoup. Donc dans l'expertise, Clément le rappelait, il y a à la fois une dimension sciences exactes, expérimentales, sciences de l'ingénieur, et puis une dimension de sciences sociales. Donc dans la réduction de la demande pour les terres rares, cette question de la réduction de la demande, elle s'interface bien sûr avec la question des stratégies d'économie circulaire. Donc dans la littérature, on a exploré en particulier tout ce qui relève des modalités d'intervention. Donc l'ADEME en liste un certain nombre qui vous sont présentés sur la figure de droite, et en particulier l'éco-conception. L'éco-conception, elle vise à minimiser les impacts environnementaux des produits et des services dès leur conception et sur l'ensemble de leur chaîne de valeur. Et donc, il est tout à fait possible de mettre en œuvre des dispositifs de conception d'objets qui vont minimiser dès l'abord, dès leur conception,
l'usage des terres rares. Ce que montre la littérature néanmoins, c'est que ces efforts d'éco-conception sont souvent peu compris ou peu considérés par les consommateurs. Et donc on a un corpus assez volumineux qui va interroger par exemple les préférences des consommateurs pour certains types de véhicules électriques. Est-ce que le fait de dire qu'il n'y a pas de terres rares par exemple dans les véhicules électriques va être un élément en faveur de la vente des véhicules? Et là en fait la littérature n'est pas tout à fait définitive là-dessus. Et puis, il y a des aspects de l'économie circulaire qui sont tout à fait sous-explorés. Et c'est tout ce qui concerne ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, où l'usage remplace la propriété des objets. Typiquement, quand vous faites de l'autopartage, vous ne possédez plus la voiture, vous utilisez une voiture pour une fonction de mobilité, mais donc vous n'avez plus la possession de la voiture, ce qui veut dire que mécaniquement, le taux d'utilisation de la voiture est bien supérieur. Et ça, on n'a pas, et j'y reviendrai en conclusion, on n'a pas tellement d'informations autour de ces éléments. Donc sur les stratégies d'économie circulaire, alors, attendez, je vais essayer quand même vous avez donc un certain nombre de leviers sur lesquels on peut agir pour réduire l'utilisation des éléments terres rares. Donc ça, ce sont des choses qu'on discute à partir de ce qu'on a trouvé dans la littérature. Vous voyez que vous avez bien sûr des interventions qui portent sur les caractéristiques des objets techniques eux-mêmes, mais il y a aussi toutes les circonstances de l'usage des objets qui ont un impact sur comment on consomme les métaux en particulier. Donc ces éléments d'économie circulaire, ils sont tout à fait pris en compte dans la législation européenne et notamment sur le texte le plus important de ces dernières années qui est le Critical Raw Material Act, le règlement européen sur les matériaux critiques qui se fonde sur 4 piliers principaux. Donc une augmentation de l'extraction des terres rares, enfin des matériaux critiques, mais par conséquent des terres rares au sein de l'Union, une augmentation de la part des matériaux qui vont être traités à l'intérieur de l'Union, une augmentation du recyclage et une diversification des approvisionnements. Donc cette entrée par le droit, ça a été un élément important du travail. Donc ce travail, vous le retrouvez bien sûr dans la synthèse qui a déjà été publiée et que vous trouvez donc, sur le site du CNRS, et puis dans le rapport à venir là qu'on est en train de finaliser et qui va sortir vraiment dans les tout prochains mois. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, sur les questions de terres rares, il y a une dimension juridique qui est extrêmement prégnante. Et dans l'équipe, on avait un certain nombre de juristes qui ont donc passé au crible tout le droit applicable sur les terres rares, à la fois sur leur extraction et leur usage. Donc, cet élément sur la part de l'économie circulaire, donc on le trouve dans le Critical Raw Material Act, on le trouve aussi dans d'autres textes, en particulier le règlement éco-conception de 2024, qui met en place de nouveaux outils pour permettre la traçabilité des terres rares à l'intérieur des objets qui les comportent, avec des choses comme le passeport numérique ou la déclaration de performance environnementale. Ça nous conduit en fait à réfléchir ce premier axe sur la réduction, à poser une question qui n'est en fait pas tellement posée dans la littérature, qui est la possibilité de réfléchir à une hiérarchie des usages. À partir du moment où on sait que y a certains types de dispositifs qui ont besoin d'aimants à très haute performance, où les terres rares sont légitimes, puis il y a d'autres usages, par exemple, où l'emploi de terres rares très rares n'est peut-être pas complètement justifié. Est-ce que vous avez besoin d'avoir 14 aimants qui comportent du néodyme dans votre téléphone portable? Ce sont des choses qu'on discute. Le deuxième grand point de ce rapport, c'est tout ce qui concerne le recyclage. Et le recyclage, c'est quelque chose qui est souvent abordé de manière un petit peu restreinte, parce qu'on voit dans le recyclage la principale source de vertu environnementale. Le problème est que le recyclage, c'est quelque chose de systémique, et que donc il y a à la fois des aspects très positifs, et puis il y a des choses un petit peu à discuter. C'est moi ou toi?
C'est toujours moi, très bien. Donc le recyclage, c'est une alternative de production plus responsable des terres rares. Et le recyclage, on l'a analysé dans le rapport à partir de 2 grands types de sources. Le premier grand type de source, c'est ce qu'on appelle la mine urbaine, c'est-à-dire les déchets technologiques, donc l'ensemble des objets qui contiennent des métaux, les infrastructures, les bâtiments, les machines, les véhicules, les dispositifs électroniques. Et la mine urbaine, elle contient des terres rares dans une proportion qui est élevée, puisque par exemple en 2020, on a extrait des mines 240 000 tonnes de terres rares et on en a introduit près de 60 000 tonnes dans les aimants. Ce qui veut dire que les objets technologiques qui contiennent des terres rares sont aujourd'hui des ressources minières secondaires qui sont très importantes et que la littérature identifie comme des sources potentielles de terres rares pour le futur. Et il y a bien sûr des défis qui sont liés à l'amélioration des procédés et l'amélioration de la collecte. Et pourtant, on aboutit à quelque chose d'assez paradoxal, qui est le fait qu'au niveau mondial, il n'y a qu'environ 1% des terres rares qui sont recyclées. Et donc, une des entrées analytiques qu'on a eues dans notre travail, c'est d'essayer de voir ce que disait la littérature sur comment se fait-il qu'alors que les terres rares sont critiques, il n'y en a que 1% qui sont recyclées. Et donc, on a identifié 3 grands types de problématiques qui expliquent cette situation, qui sont des freins au recyclage des terres rares. La première chose, c'est la difficulté de la constitution de stocks, puisque vous avez, Clément l'a rappelé, une dispersion des terres rares et en même temps des durées de vie des dispositifs qui les contiennent qui sont très variables. Il y a par exemple autant de terres rares dans une éolienne offshore que dans 2 millions de téléphones portables. Et bien sûr, les enjeux organisationnels en termes de collecte de ces objets ne sont pas du tout les mêmes. La deuxième chose, et ça c'est la littérature économique qui nous l'apprend, la rentabilité des opérations de recyclage, elle est faible et surtout elle est très articulée au prix des matières vierges. Ce qui veut dire que si vous n'avez pas de demande pour une terre rare donnée, eh ben vous n'avez aucune incitation à les recycler. Et donc on se trouve face à une sorte de pas de deux entre la demande exprimée pour des terres rares spécifiques et puis eh ben, les stocks qu'on a dans les matériaux technologiques. Le troisième point qu'on a identifié, c'est que le cadre juridique et les incitations politiques ne sont pas adaptés. Aujourd'hui, il n'y a pas de législation qui oblige à faire mention de la présence de terres rares ou à indiquer des actions spécifiques à mener à leur endroit en matière de recyclage. C'est-à-dire que la législation ne singularise pas les produits qui comprennent des terres rares parmi l'ensemble des produits technologiques. Et donc ça, il y a des évolutions législatives qui sont en cours. Donc aujourd'hui, en fait, les choses sont telles que je vous le décris. Et on le sait, par exemple, pour les véhicules, la directive véhicules hors d'usage, elle invite à recycler les véhicules, mais la métrique qui est utilisée, c'est la masse. C'est-à-dire que vous devez recycler 85% de la masse d'un véhicule. Quand effectivement vous avez 3 pouillèmes de terres rares dans les aimants de vos haut-parleurs, vous n'allez pas recycler les terres rares. Parce qu'en termes de masse, ça ne vaut pas grand-chose. Donc c'est ça qu'on a analysé, c'est un peu les apories de ce dispositif juridique d'encadrement des terres rares. Donc ça nous amène à considérer et à accentuer dans le rapport l'idée que le recyclage, c'est une activité systémique qui demande une compréhension fine de ce qu'on appelle la vie sociale des choses, c'est-à-dire la manière dont on utilise, on produit, on utilise les objets, mais aussi la question de l'encadrement des marchés et de la circulation des matières, et puis ensuite, quelle contribution est-ce que le recyclage est susceptible de faire aux approvisionnements. Donc ça, ce schéma, vous le retrouvez. Et je vais assez vite en pointant un certain nombre d'aspects sur le recyclage. Le premier aspect, c'est que le recyclage a un potentiel, mais depuis les projets du début des années 2010 de l'Union européenne, notamment le projet Pollinares, qui avait beaucoup travaillé ces questions d'approvisionnement, on sait que le recyclage ne peut pas assurer une couverture entière des besoins en terres rares, alors même que la demande est très fortement croissante, puisque vous ne pouvez recycler que ce que vous avez déjà produit, et si votre demande est supérieure à ce que vous avez déjà produit, eh bien vous n'avez pas assez de terres rares pour répondre à la croissance, même si, à la demande, même si ça permet, on peut revenir, de réguler les problématiques de balance problème. Et comme Clément l'a rappelé, la demande, elle est très forte.
Et tous les objectifs de sobriété ne sont pas compatibles entre eux. C'est-à-dire que si vous réduisez la présence de terres rares au sein des objets que vous fabriquez maintenant, vous aurez d'autant moins de terres rares à recycler dans le futur. Donc il y a des liens entre ces différentes problématiques de modulation de la demande, ce qui amène à penser à d'autres formes d'approvisionnement, et c'est ce qu'on appelle dans le rapport « extraire autrement ». Donc effectivement, bien conscient que ces deux premiers leviers ont des limites, hein, réduire et recycler, on s'est intéressé aussi à ce que disait la littérature sur d'autres façons d'extraire ces terres rares, à partir de d'autres sources, notamment en France et en Europe, hein, pour relocaliser une partie de la production en France et en Europe, mais aussi avec d'autres modalités d'extraction. Donc si on regarde en Europe, hein, aujourd'hui, il y a peu de gisements, je vous le présentais en introduction. Il y a quand même un potentiel important qui se situe au nord, hein, notamment en Groenland, en Suède et en Norvège. Mais il n'existe pas aujourd'hui de potentiel géologique significatif en France. Et donc on s'est intéressé à d'autres sources alternatives, et en particulier les fonds marins. La France étant le second territoire maritime au monde, grâce aux espaces maritimes qui se trouvent au large de ces territoires ultramarins. Il y a un potentiel au fond de ces territoires ultramarins, au fond de ces fonds océaniques, pardon, et notamment dans ces nodules polymétalliques, hein, qui sont les cailloux noirs que vous voyez ici, qui se trouvent à très haute profondeur, à très grande profondeur, et qui contiennent des concentrations relativement intéressantes en terres rares. Alors, pas seulement ces nodules, mais aussi le sédiment, hein, avec des chiffres qui sont très variables dans la littérature. On trouve des chiffres dans les nodules, par exemple, de 2 à 12 millions de tonnes en termes de ressources. Ça peut monter même jusqu'à 400 millions de tonnes si on considère les sédiments. Donc, alors, en revanche, donc comme je vous disais, il y a des grosses incertitudes sur les stocks, mais pas que, hein, des incertitudes économiques sur la viabilité économique d'aller exploiter ces fonds marins, mais aussi environnementaux, puisque c'est des milieux qui sont très très fragiles, dont on connaît peu de choses finalement, et l'impact de l'exploitation sur ces écosystèmes est aujourd'hui inconnu. Ce qui pousse un certain nombre d'États à demander des moratoires sur l'exploration et l'exploitation de ces ressources marines. Une deuxième alternative, c'est d'aller exploiter une source secondaire. Donc on a parlé de mines urbaines tout à l'heure. Cette fois-ci, vous avez d'autres types de sources secondaires qui sont les déchets miniers et industriels. Et il y a pas mal de littérature sur 3 gisements secondaires en particulier, que sont les résidus de bauxite, les cendres de charbon et les phosphogypses. Alors les résidus de bauxite, c'est ce que vous voyez ici, hein, c'est le crassier de vitrol ici, vous voyez. Donc c'est les résidus qui sont issus de l'extraction de l'alumine. Donc c'est des résidus qui sont assez problématiques parce qu'on ne sait pas les valoriser aujourd'hui, ou très peu, hein. Il n'y a que 10% à l'échelle mondiale de résidus qui sont valorisés. C'est des pH très alcalins. Et vous voyez ici un dépôt, hein, qui a plus de 60 ans. Et vous voyez, aucune herbe pousse sur ces résidus. Et pourtant, ces résidus ont un potentiel en termes d'exploitation de terres rares, et peuvent atteindre, avec des concentrations qui peuvent atteindre l'ordre de 0,2% de terres rares pour certains résidus. Là aussi, de nombreuses incertitudes demeurent, hein, sur les stocks, sur l'homogénéité de ces résidus, etc. Je parlais aussi des cendres de charbon, qui sont un peu moins concentrées que ces résidus de bauxite, mais qui montrent aussi un potentiel important. Et les phosphogypses, qui sont les résidus d'extraction des phosphates qu'on utilise comme engrais phosphatés. Juste quelques ordres de grandeur, hein, pour comparer la production annuelle en 2020, à gauche, à partir de minerais primaires. Et ici, vous avez ce qu'on retrouve en termes de terres rares dans les résidus qui ont été générés la même année dans les résidus de bauxite. Donc aujourd'hui, à peu près 150 millions de tonnes sont générées par an de résidus de bauxite. 150 millions de tonnes de résidus de bauxite. Et dans ces 150 millions de tonnes, on trouve à peu près 150 000 tonnes de terres rares. Pareil pour les cendres de charbon. C'est 800 millions de tonnes de cendres de charbon qui sont produites annuellement aujourd'hui à l'échelle mondiale. Et vous voyez, en termes de concentration, de quantité de terres rares, ce que ça représente, 320 000 tonnes. Vous voyez, si on additionne les deux, on est au-delà de la production annuelle à partir de minerais primaires. Donc voilà, sur les stocks et les capacités de certaines sources secondaires. Et on s'est aussi interrogé aux modalités, cette fois-ci, d'extraction, pour voir comment on pouvait améliorer les modalités d'extraction pour limiter les enjeux à la fois environnementaux et sociaux.
Je vais un peu accélérer pour qu'on ait le temps de discuter par la suite. Donc, un des éléments importants de compréhension des enjeux sociaux et environnementaux de l'extraction minière, c'est que bien sûr, on sait aujourd'hui que l'ouverture de nouvelles mines est quelque chose de souvent compliqué. Dans la littérature, il n'y a pas beaucoup d'analyses qui portent sur des mines, d'analyses de sciences sociales qui portent sur des mines de terres rares. Donc en fait, on a utilisé pour cette partie du rapport les quelques publications qui parlent de ça, mais aussi des publications qui parlent de questions minières sur d'autres métaux. Et donc on a transposé en fait les résultats trouvés par les chercheurs sur ces cas aux problématiques de terres rares. Donc je vais être très très rapide. On sait qu'aujourd'hui l'exploitation minière est une activité qui est extrêmement encadrée, et ce que met en évidence la littérature, c'est que l'encadrement juridique et comment dire, les feux verts que peuvent recevoir les entreprises d'extraction minière au niveau local par les pouvoirs publics ne sont pas suffisantes. Et donc on parle à la fois de responsabilité sociale des entreprises, mais aussi de licence sociale d'opérer, social license to operate, c'est-à-dire la capacité des entreprises minières à nouer des relations de confiance avec les communautés locales. Et on sait très bien que même pour des projets qui, d'un point de vue réglementaire, avaient reçu toutes les approbations nécessaires, et bien que le manque, le déficit de cette licence sociale d'opérer avait abouti à ne pas ouvrir les projets. Et donc la question d'extraire autrement, ça veut dire que ça ne se réduit pas à l'amélioration des pratiques existantes, mais à une réflexion au long cours qu'on peut identifier dans un certain nombre de cas pour nouer des relations de confiance avec les populations locales, et qu'elles voient aussi les effets positifs de l'extraction minière sur leur vie quotidienne. Dans la littérature, on a un certain nombre de points maintenant qui sont tout à fait très établis, et notamment cette idée que la pédagogie vis-à-vis des populations locales ne suffit pas, et qu'il faut bien sûr prendre en compte les spécificités territoriales. Il faut prendre en compte les rapports de pouvoir au sein des communautés locales, notamment tout ce qui concerne les mécanismes de domination, les formes de corruption, les formes de pression sociale ou de violence qui peuvent exister autour des projets, pour mettre en place une situation relativement vertueuse. Donc il y a un certain nombre de cas, je ne vais pas les détailler, qu'on trouve dans la littérature et qui nous ont inspirés. Et puis la grande question en fait qui se pose de plus en plus, et qu'on voit apparaître aussi dans les débats autour de la relance minière en France, c'est que faut-il extraire, pour quels usages, au bénéfice de qui et à quel coût social et environnemental. C'est-à-dire que les projets miniers aujourd'hui sont réinsérés dans des questionnements qui portent sur l'opportunité d'extraire tel ou tel matériau, et donc de justifier de l'usage qu'on va faire des matériaux. Ces éléments amènent à discuter, et c'est ce qu'on fait dans le rapport, les conditions pour une extraction et une transition juste. Et donc c'est un peu les conditions de possibilité de formes de relance minière qui valent pour les terres rares, mais aussi pour d'autres métaux. Je suis désolé d'aller très très vite. Vous trouverez beaucoup plus d'informations dans la synthèse. Les conclusions et les perspectives qu'on voulait mettre en évidence. Donc les trois grands messages qu'on retire de l'expertise, c'est d'une part que la réduction du recours aux éléments terres rares par les technologies et par la sobriété d'usage représente une opportunité, une possibilité sérieuse pour appuyer la souveraineté d'approvisionnement de la France et de l'Europe. Deuxième chose, la France dispose de ressources secondaires potentiellement importantes, à la fois dans la mine urbaine et dans les déchets miniers et l'industrie. Et puis, quand bien même un recours à l'extraction demeure et va demeurer nécessaire, la littérature invite à prendre en compte de manière plus poussée les enjeux sous-jacents. Excusez-moi, je zozote. Dernier point, c'est que ce travail nous a permis aussi de mettre en évidence des gaps de recherche autour de la littérature, dans la littérature, qu'on peut distribuer en trois grands types. Le premier type, c'est un déficit d'information sur certains usages des ETR. Typiquement, on n'a pas beaucoup d'informations sur les usages des ETR pour les activités de polissage. Ce qui nous fait penser qu'en réalité, il existe, que Peter Gallison de Harvard
appelle une partie significative de sciences secrètes qui se trouve dans les laboratoires des industriels et qui n'est pas publiée, puisque l'ensemble, de nos informations vient de sources publiques et publiées. Deuxième élément, il y a un manque d'actualisation de données existantes. Par exemple, on a le chiffre de 1% de terres rares recyclées qui est toujours pris. Et ben, en réalité, il vient d'une publication qui date de 2010, et puis bon, on le reprend, et voilà. Donc ça, on a un manque d'actualisation de données existantes. Puis il y a des vrais inconnus, des vrais gaps, on en a listé 6, donc je les passe en revue rapidement. La question de comment est-ce qu'on peut apprécier l'influence de la sobriété d'usage par rapport à d'autres formes de réduction de la demande, par exemple à la substitution. Deuxième chose, sur quel fondement est-ce qu'on pourrait établir une hiérarchie des usages légitimes, puisque aujourd'hui la hiérarchie, elle procède du fonctionnement du marché. Troisième chose, comment les dispositifs de traçabilité peuvent-ils contribuer aux objectifs d'économie circulaire? Quatrième point, comment est-ce qu'on peut améliorer la connaissance sur les quantités et la qualité des ressources secondaires? Cinquième, on a un manque cruel, mais je dis bien cruel, d'études empiriques sur le fonctionnement du marché et les chaînes de valeur. On a beaucoup de choses qui relèvent de formes, par exemple, beaucoup de choses. On a des choses qui vont travailler sur d'autres types de données, mais on a très peu d'études empiriques à l'intérieur même des entreprises industrielles. Et puis, on sait finalement peu de choses sur les conséquences santé-environnement de la production et de l'usage des ETR. Et on a fini. Je vous remercie. Je voulais aussi remercier sincèrement la mission pour l'expertise scientifique du CNRS qui a piloté cette expertise de main de maître, et aussi remercier les experts présents dans la salle qui ont participé activement à ce travail intense mais passionnant pendant 2 ans. Bien, Olivier, maintenant la parole est à toi. Et puis nous pourrons ensuite ouvrir une séquence de questions-réponses. Donc réfléchissez déjà à toutes les questions que vous souhaitez poser à nos 2 honorables conférenciers, et puis aussi Olivier, parce qu'il pourra également éventuellement répondre. Olivier, à toi. Il faut m'installer le PowerPoint, je ne peux pas avec une seule main. Ah. Oui, excusez. Non, je ne sais pas. Je n'avais pas anticipé, effectivement. Alors... C'est bon, merci. Et bien voilà, à toi. Merci Clément et Romain pour cette présentation. Donc je répète, on vous a invité d'abord évidemment parce que le sujet terres rares est vraiment important dans le contexte géopolitique qu'on connaît tous. Cette importance est très marquée, mais aussi parce que les sujets que vous traitez, enfin le sujet terres rares, là, intersectent quand même ceux du PEPR hors sous-sol. D'ailleurs, il y a beaucoup de... Enfin, il y a certains de vos experts qui sont également actifs dans le PEPR. Et puis parce que la conclusion, finalement, une conclusion un peu macro de vos travaux, c'est qu'on a des approches systémiques et pluridisciplinaires qui sont nécessaires pour travailler sur ces sujets. Et ça, c'est un peu l'ADN du PEPR sous-sol qui est bâti autour de cette idée. Alors, je remets cette slide ici qu'on a déjà vue, qui montre un peu nos activités. L'objectif, finalement, c'est d'aller vers une exploitation durable, mais surtout choisie du sous-sol pour différentes applications, en utilisant des approches qui vont de la
la demande, donc scénarisation de la demande, qui peut être fait avec des modèles variés, avec des approches sciences humaines et sociales, et en couplant les deux, regarder les potentiels, travailler sur les technologies, évidemment étudier les impacts environnementaux de ces technologies, et puis on a aussi des gens qui travaillent sur le PEPR, sur les aspects de gouvernance, les aspects légaux et les questions économiques et sociales. Donc c'est vraiment cette agrégation d'approches et de disciplines qui est importante. Alors, pour les terres rares, en particulier, à ce stade, on n'a pas de projet qui est dédié aux terres rares dans le PEPR sous-sol. Par contre, c'est un sujet qui est sous-jacent à plusieurs projets et chantiers, notamment dans le Massif central, où il y a un travail qui vise à étudier la concentration, la distribution, la remobilisation de germanium, gallium, indium, mais aussi des terres rares. Chantier Guyane, avec un travail sur les profils d'altération et de fractionnement chimique, dont les terres rares. Et puis, c'est également des choses qui sont, enfin, ce sujet terres rares et projection dans le futur, bon, c'est des choses qui sont faites notamment dans le projet ciblé modélisation dynamique, où on s'intéresse pas particulièrement aux terres rares, mais on s'intéresse à toute une famille de métaux et on essaye de voir ce qui se passe dans le futur. Alors, pour illustrer ça, je repars du mot souveraineté, que vous avez bien mis en valeur. La souveraineté, comme vous l'avez dit, c'est défini sur des capacités de production. On va dire, par exemple, que 10% de notre consommation doit être assurée par une production domestique, 40% en raffinage, 25% en recyclage, c'est tout à fait ce que vous avez dit. Mais si on veut aller plus loin que cette déclaration d'intention et juger est-ce que c'est possible ou pas, ou dans quelles conditions on peut faire ça, ben, clairement, il va falloir quantifier en tonnes cette demande future et ce niveau de consommation. Et ça pose tout de suite la question de quel est le type de scénario qu'on utilise pour se projeter dans le futur. Ça pose également la question, cette question de la souveraineté, de l'énergie dont on a besoin pour extraire ces métaux, et les terres rares en particulier ici, et les coûts de production. Et on a un lien très étroit entre énergie de production et coûts de production. Ça pose la question des impacts environnementaux qui peuvent être locaux ou délocalisés, bien sûr. Et puis ça pose la question de la perception de notre futur et la perception de cette utilisation de terres rares. Bon, c'est des points que vous avez déjà mentionnés et que je voudrais reprendre ici avec le prisme qu'on peut avoir dans le PEPR. Donc, cette question des scénarios de souveraineté, de consommation, de production, pour travailler là-dessus et essayer de se projeter dans le futur, il faut des modèles. Et ça peut être que des modèles stock et flux. Alors, un modèle stock et flux, ça veut dire qu'on décrit des quantités d'infrastructures par type et on regarde comment ces quantités évoluent au cours du temps. Je rappelle ici qu'il y a beaucoup de modèles qui sont utilisés, notamment par le GIEC, qui sont pas des modèles stock et flux. C'est des modèles qui fonctionnent avec une mécanique économique où on va regarder des flux monétaires, mais pas forcément des flux d'infrastructures. Donc nous, on a besoin de ce type de modèles qui sont en partie développés dans le PEPR. Ça doit être des modèles qui représentent vraiment la variété et la complexité des technologies utilisées, des différents usages. On doit prendre en compte la durée de vie des produits, leur taux de collecte, de recyclage, les intensités matières, etc. Et ça doit être adapté pour le cas particulier des terres rares, ce qui est compliqué. Ce qui est très compliqué dans le cas des terres rares, parce que, comme ça a été mentionné avant, on a toute une zoologie de produits qui utilisent ces métaux. Et la question qu'on peut se poser à la fin, c'est quels sont vraiment les enjeux particuliers des terres rares? Est-ce que ces enjeux sont très différents des enjeux des autres ressources minérales? Alors, je vous montre quelques résultats ici qui sont à confirmer, mais ça donne une idée quand même, de l'évolution de la consommation annuelle des terres rares, on met tout ensemble, au niveau mondial à gauche, européen, en France, en Chine à droite,
pour différents secteurs de consommation. La construction, c'est quasiment rien. Pour la production d'énergie, en rouge, le transport en vert, et puis d'autres applications en bleu et noir. Et ce qu'on voit sur ces figures, basiquement, et ça c'est une spécificité de tous les éléments, les petits métaux qui sont utilisés dans les nouvelles technologies, c'est qu'on est en croissance, quelle que soit la région du monde que l'on regarde. Une autre observation, c'est bien sûr, on voit le poids de la France ici au milieu. On peut envisager quelque chose comme 9000 tonnes par an de consommation à la fin du siècle par rapport au niveau mondial, où on est à peu près à 1 million. Donc ça donne quand même la dimension des besoins. En tous les cas, ça replace ça par rapport à la consommation mondiale. En bas, je montre ici les courbes rouges, c'est la courbe enveloppe de ce que vous voyez en haut. Et puis, au niveau mondial, en bleu, c'est les consommations observées, les productions, pardon, observées. Donc évidemment, la courbe rouge passe par les points bleus, mais vous voyez cette augmentation qui est très forte, quelle que soit la zone géographique. Et puis la courbe en bleu, c'est un recyclage à 1%, qui a été mentionné avant. Recyclage de 1% pour des durées de vie qui sont celles des produits ici utilisés. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec 1%, on recycle quasiment rien. Enfin, évidemment, on recycle quasiment rien puisque c'est 1%, mais surtout la quantité de métal secondaire, de terres rares secondaires, est très loin de satisfaire la demande, totale. Alors, je voudrais qu'on réfléchisse un peu sur ce 1%, parce qu'on a tendance à utiliser ce chiffre déjà qui date des années 2000, comme vous l'avez dit, et qui est certainement pas représentatif du futur. Pourquoi? Parce que là, je vous fais une représentation, maintenant c'est au niveau mondial, mais par type de produit, non plus par grand secteur de consommation. Et ce qu'on voit, c'est qu'on a une pénétration attendue qui est très importante. Ça, c'est des scénarios qui sont tendanciels. Ça veut dire qu'on a une pénétration des véhicules électriques qui est raisonnable, qui n'est pas absolument énorme, mais qui est dans la tendance, on va dire, des 10 ans passés. Donc, vous avez en rouge les terres rares dans les aimants permanents des véhicules électriques, différentes utilisations pour les appareils électriques et électroniques, glace et céramique, très difficile à savoir, parce que soit on garde une quantité observée actuelle constante, soit on fait un pourcentage, c'est ce qui est fait là, mais c'est assez incertain. Et puis en noir, vous avez les aimants permanents dans les éoliennes offshore, donc une concentration qui est assez significative aussi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a zéro problème, ou il y aura zéro problème pour recycler les aimants permanents, les gros aimants permanents, ceux qu'on trouve dans les véhicules électriques et ceux qu'on trouve dans les éoliennes offshore. On peut atteindre des taux de recyclage de 90%. 90%, c'est à peu près ce qu'on observe actuellement pour le plomb dans les batteries automobiles plomb. Alors, il y a une régulation, mais quand même, on peut, quand les filières seront développées, quand il y aura beaucoup de produits qui arriveront en fin de vie, on peut atteindre ces taux-là. Or, c'est 90% d'une grosse proportion d'utilisation de terres rares. Donc, clairement, on s'attend à ce que ce taux de recyclage de 1% augmente quasiment à la vitesse de pénétration actuelle, de développement actuel de la consommation des terres rares. Donc, si on a une vision qui est, je reconnais, très optimiste, mais essayons de voir la barre haute, et qu'on augmente ce taux de recyclage à un taux d'environ 10% par an, ça ne va pas se faire d'un seul coup, mais ça se fera assez rapidement, puisqu'on a les premiers produits, les premières éoliennes offshore qui ont été installées il y a 20-25 ans, qui vont arriver en fin de vie. On peut avoir cette courbe, ici en pointillé, qui montre la quantité de terres rares disponibles pour le recyclage. Et finalement, la quantité primaire dont on va avoir besoin, c'est la différence entre la courbe pointillée et la courbe rouge. Donc on est à 1/3 de la consommation qu'on pourrait estimer si on ne prend pas en compte cette évolution du taux de recyclage. Ensuite, j'ai plus rien. C'est cassé, madame. Ah si, il y a des choses là.
Bon, après, ce qu'il faut prendre en compte, évidemment, ça c'était pour un scénario que j'ai donné, c'est un scénario tendanciel. Mais des scénarios, il y en a plein. Là, je reprends les 5 du GIEC, les SPP1, donc les Social Economic Pathway, les 5 qui sont pris en compte dans les travaux du GIEC. Donc on a des approches sobriété, etc. Vous voyez quand même que les évolutions de consommation sont assez différentes. Bon, on est de l'ordre de 1 million de tonnes de consommation à la fin du siècle dans tout cela, mais quand même avec des différences qui sont assez significatives. Donc naturellement, il faut travailler là-dessus. Le deuxième point qui me semble important d'adresser, c'est le lien entre énergie et prix des matières premières. Clairement, la viabilité économique de la production, elle est estimée en prenant en compte ce qu'on appelle le CAPEX, donc c'est l'investissement pour produire l'infrastructure de production de ces métaux, l'OPEX, qui est le coût opérationnel par tonne produite, et puis évidemment la valeur des terres rares qui change au cours du temps. Donc ça, c'est des approches économiques, je dirais, classiques, qui sont tout à fait valables, bien sûr. Bon, dans le PEP, on essaye de développer d'autres approches qui peuvent être alternatives, qui sont peut-être plus simples à mettre en œuvre et surtout qui font le lien entre les coûts de production, les prix et la géologie. Ce genre d'approche, ils sont basés sur l'énergie de production, avec l'observation que le prix est proportionnel au coût de production, qui est lui-même proportionnel à l'énergie qu'on utilise pour produire n'importe quel métal, et en particulier les terres rares. Cette énergie, elle peut être séparée en 3 termes. Un terme qu'on appelle comminution, ici, bon, c'est extraction, broyage de la roche, et à une maille qui doit être assez fine pour sortir les phases porteuses. Un terme de séparation, une fois qu'on a broyé, il faut séparer la phase porteuse du reste de la roche. Et puis un terme, on va dire, métallurgie, qui peut se faire par digestion, leaching, tout ce qu'on veut, qui, elle, extrait le métal de la phase porteuse. Ce qui est important ici, c'est de reconnaître que la partie broyage et séparation, elle varie en 1 sur concentration. Donc elle est proportionnelle à la dilution des terres rares ou des métaux. Si vous avez des métaux très dilués, cette énergie est très élevée et donc le coût de production est très élevé. Ce qui explique pourquoi l'or est plus cher que le plomb. Évidemment, ce n'est pas parce qu'il y a plus de demande sur l'or que sur le plomb. C'est simplement parce qu'il faut plus d'énergie pour aller le chercher. Donc ce terme 1 sur C, 1 sur concentration, il est intéressant parce qu'il dépend de la géologie, finalement. Il dépend du réservoir que vous regardez. Et il dépend aussi de la production cumulée, parce qu'on a tendance à extraire les gisements qui sont les plus concentrés au départ, et puis on les remplace quand ils sont épuisés par des gisements de moins en moins concentrés. En tous les cas, c'est la logique générale qu'on voit pour les métaux d'une manière générale. Donc, on va pouvoir lier ici les coûts de production, le prix avec la géologie et la demande cumulée. Ça nous dit quoi? Ça nous dit aussi, comme vous l'avez bien expliqué, Clément et Romain, que finalement, si on fait de la coproduction, c'est-à-dire si on produit plusieurs métaux à partir d'un même minerai, alors dans le cas des terres rares, c'est typiquement les gisements de fer qui sont aussi utilisés pour produire des terres rares, donc Bayanobo, mais aussi Kiruna en Norvège, en Suède. Cette coproduction, elle va réduire l'énergie de broyage, puisqu'on va distribuer l'énergie de broyage sur toute une gamme de métaux, et donc elle va réduire les coûts de production. Ça nous dit aussi qu'effectivement, regarder les résidus miniers, c'est futé, parce que les résidus miniers, c'est les roches qui sont déjà broyées. Donc on perd cette énergie de comminution, et donc ça peut être très intéressant. Les cendres de charbon ont été citées aussi, des centrales à charbon. Pourquoi pas? Mais ça, c'est un problème qui est assez classique, qui doit être discuté vraiment dans le cadre de la transition énergétique. Un autre exemple typique de ça, c'est le plâtre. Le plâtre, c'est fait à partir du gypse, et au niveau mondial, on a 40% du plâtre qui est fait à partir de gypse artificiel, du gypse qui vient de ces centrales à charbon, où on immobilise le soufre qui est dans les fumées de la combustion, et on forme du gypse artificiel qui est utilisé pour faire du plâtre. Si on ferme les centrales à charbon, on se prive évidemment de cette source en plâtre, mais aussi probablement en terres rares. Alors,
les résidus miniers, oui, c'est très intéressant, mais uniquement si le stock est significatif. Pourquoi? Parce que dans le coût de production, ce qu'on voit, c'est qu'il y a un terme énergétique, effectivement, mais c'est la quantité d'énergie multipliée par le prix de l'énergie divisée par la fraction d'énergie dans le prix quand on produit des terres rares. Or, cette fraction de l'énergie dans le prix, c'est la fraction d'énergie opérationnelle. Donc ça, c'est de l'OPEX. Le CAPEX, lui, c'est 1 moins cette fraction de l'énergie dans le prix. Et le CAPEX est le même si vous avez un stock qui est très significatif, enfin si c'est très concentré ou pas. Donc c'est très important d'avoir un stock suffisant, sinon la hauteur, la part du CAPEX dans la fraction de l'énergie dans le prix ne va pas permettre de mettre en place une filière rentable. Alors, je vais bientôt m'arrêter, mais juste, je voudrais présenter quelques résultats ici. Je vous montre sur ces 2 images ici, à gauche, vous avez la quantité d'énergie pour extraire 1 kg de terres rares, et là, les terres rares sont séparées, hein, du coup, les unes des autres, qui est représentée en fonction de la quantité d'énergie qui est estimée par d'autres méthodes, et notamment des analyses de cycle de vie au niveau mondial. Donc, en orange, vous avez des calculs qui sont faits en utilisant les concentrations moyennes des terres rares dans les gisements observés au niveau mondial, travaux de Nassar et al. Et vous voyez que, grosso modo, même si on est en échelle log, donc ça veut dire quand même qu'il y a une déviation par rapport à la courbe 1,1, mais on reproduit assez bien les données précises des analyses de cycle de vie avec cette approche qui est assez empirique. En cercle ouvert, vous avez les énergies qu'on calcule pour des concentrations et des conditions de production typiques de Bayanobo, hein, où on a une coproduction avec du fer. Donc on voit qu'on est en dessous de cette ligne 1,1. À droite, vous avez la même chose, mais c'est des prix qui sont calculés maintenant en fonction des prix observés à une année donnée. On retrouve cette évolution assez bonne, enfin cette corrélation, et toujours avec des coûts de production, ou des prix finalement, qui seraient inférieurs dans le cas de Bayanobo, ce qui est une des explications pourquoi ce gisement fonctionne très bien. Alors, à gauche, c'est pour une année donnée. Maintenant, on peut faire la même chose au cours du temps. Donc, je vous présente juste une figure là entre 1900 et 2100. En bleu, ici, vous avez les prix observés des terres rares depuis les années 75, 70, les années 60 même, jusqu'à aujourd'hui. En rouge, c'est ce qu'on peut calculer, hein, avec ce que j'ai décrit avant. Et vous voyez qu'on représente assez bien les prix, en tous les cas l'ordre de grandeur, mais même les variations, sauf dans les années 2015, parce que ça, c'est de l'économie. Ce qui s'est passé dans les années 2010, hein, la crise des terres rares, c'est vraiment de l'économie, enfin... et un problème entre les Chinois et les Japonais, bon, je ne rentre pas dans les détails, et ça, évidemment, on ne peut pas le représenter avec un terme énergétique. Maintenant, si on va dans le futur, on a plusieurs solutions. Tout ça va dépendre de la concentration, bien sûr, des terres rares, mais aussi du prix de l'énergie. Et on peut prendre 2 exemples extrêmes. Un prix de l'énergie constant, auquel cas le prix des terres rares devrait être assez stable jusqu'à la fin du siècle, même si la production augmente, ou alors un prix de l'énergie qui augmente à un taux quasiment constant. C'est typiquement l'évolution qui est anticipée pour les hydrocarbures, auquel cas le prix des terres rares devrait augmenter de manière significative. Alors évidemment, ça doit être fait par scénario, hein, en définissant des scénarios assez clairs, et on a un chemin qui est donné pour un scénario donné. Ce qui est sûr, c'est que passer du rouge au vert, ça a un problème, bien sûr, en termes de prix, mais en tous les cas, ça augmente, ça favorise, en tous les cas, encore plus le recyclage. Voilà. Après, concernant les impacts environnementaux, donc je répète, on ne travaille pas particulièrement sur les terres rares, mais quand même, il y a des gens qui sont spécialistes des ACV, hein, dans le PEPR, et qui développent vraiment des approches state of art, hein, sur les analyses de cycle de vie. L'idée, à terme, c'est de coupler ces approches d'ACV avec des modèles dynamiques pour faire des ACV dynamiques et régionalisées, et qui soient bien contraintes par des approches standards. Coût des impacts environnementaux, on a des gens qui travaillent dans le PC1 du PEPR, hein, sur ces approches-là. Comment est-ce qu'on estime le coût financier des impacts environnementaux? La dimension SHS,
vous en avez déjà parlé, mais je voudrais juste mentionner ici qu'on a au moins 4 projets ciblés qui sont concernés par ces approches-là, y compris les dimensions réglementation et gouvernance. Donc finalement, pour finir, hein, complémentarité ESCO-PEPR, je pense qu'elle existe vraiment. Et nous partageons la vision systémique pluridisciplinaire autour de différentes thématiques que vous avez mentionnées. Également autour d'objets. Dans notre cas, c'est mettre en œuvre ces approches pluridisciplinaires autour de chantiers. Et puis autour de questions très transverses, par exemple des questions de scénarisation. Le PEPR travaille sur les stratégies nationales et les questions de souveraineté également, en articulation avec les dimensions internationales, mais aussi les aspects légaux et de régulation. On a une communauté qui est solide, avec les bons outils, qui est mobilisable pour répondre aux gaps de recherche que vous avez mentionnés, mais surtout avec des approches quantitatives et scientifiquement à la pointe et qui permettent de se projeter dans le futur. Et puis, le PEPR, il essaye aussi d'impliquer quand même des non-spécialistes, de rendre accessibles les enjeux. Hein, c'est tous ces efforts de communication et de sciences citoyennes. Je répète, il est peu présent sur la question spécifique des terres rares, mais clairement, il soutient les projets autour du thème. On a eu des projets qui ont été proposés à l'appel à projets sur cette question, qui n'ont pas été retenus, mais bon... il y a un nouvel appel à projet qui ouvre et on espère bien qu'on pourra financer ces choses-là dans le futur. Voilà, je vais m'arrêter là. C'était juste pour donner un petit panorama général. Merci Olivier. Alors, petite séquence, je vous l'annonçais tout à l'heure, de questions-réponses. Alors, évidemment, vos questions peuvent s'adresser aussi bien à Romain Garcier, où sont-ils? Voilà, Romain Garcier et Clément Levard, qu'à Olivier Vidal, eu égard à tout ce qu'ils vous ont présenté sur cette heure qui vient de s'écouler. Alors, je vous propose peut-être de lever la main ou le bras, que je puisse vous voir, puis je viens vous voir et vous posez la question qui vous turlupine. Et s'il vous plaît, vous pouvez tous monter sur, peut-être vous mettre dans les sièges même, mais pour répondre aux questions qui vous seront posées. Ah, ben voilà, donc Laurent. Oui, merci beaucoup pour ces 2 exposés très, très éclairants. Je ne connais rien aux terres rares, donc je vais vous demander, est-ce qu'on considère que on sait tout sur les terres rares du point de vue de leur distribution à la surface de la Terre? On n'a pas du tout parlé d'exploration. On considère que le problème est réglé et que voilà, il faut faire avec ce qu'on sait pour l'instant. Ta question s'adresse en particulier à quelqu'un, Laurent, ou... Non, à tout le monde. À tout le monde, eh bien voilà. Donc, qui prend la main Non, bien sûr, je pense qu'on est loin de connaître le potentiel en terres rares dans la croûte terrestre. On en découvre un peu régulièrement, des ressources, de nouvelles réserves. Tu veux répondre, Émilie, sur les aspects d'exploration? Alors, c'est une réponse à plusieurs voix. On va vous apporter un micro aussi pour... Ouais, voilà. Et si vous pouvez... Émilie Janotte, j'étais l'expert géologue pour cette ESCO. Et donc, bien sûr que non, heureusement qu'on espère qu'on a encore du travail, que ce soit en France, ailleurs. Et puis comme en fait, si on imagine qu'on va aller vers des gisements de plus faible concentration, on peut imaginer, et vers des coproduits, on peut imaginer que comprendre la géochimie des terres rares, même à l'échelle française, ça pourrait être très intéressant. Mais en termes de très gros gisements, il y en a déjà beaucoup qui sont bien identifiés. Donc les questions, elles sont presque ailleurs quand on sait déjà qu'il y a peut-être 150 projets avec des gisements d'assez gros volumes, avec des pourcentages. C'est pas là que la France aura, par exemple, le plus gros potentiel. Voilà, c'était plutôt comme ça que c'était présenté dans l'ESCO. Bien, merci. Ça te va, Laurent? Laurent est satisfait de la réponse. Autre question?
Alors, tout au fond, on vient vous voir, monsieur. Si vous pouvez vous présenter aussi à chaque fois, ça permettra de bien saisir d'où vient la question et qui la pose. Merci beaucoup pour cette présentation. Donc Sébastien Chailleux, moi je suis sur le PC7. J'avais une question, alors peut-être que j'ai déjà la réponse parce que vous l'avez souligné comme étant un des gaps de la revue de littérature, sur les enjeux de souveraineté et d'utilisation finalement des quotas d'exportation, typiquement en 2006, la Chine et les terres rares. J'étais un peu étonné qu'il n'y ait pas plus de focus là-dessus, sur finalement l'utilisation de l'arme des terres rares aussi comme une arme politique et diplomatique. Au-delà de la question du prix, finalement, il y a un enjeu aussi de savoir avec quel État on veut ou on peut traiter, et puis l'intégration finalement de ce risque géopolitique autour de la question des terres rares. Typiquement, voilà, est-ce que j'accepte de traiter plutôt avec les États-Unis au risque d'avoir des surtaxes à un moment donné sur mes importations? Bref, est-ce qu'il y a des travaux qui abordent ces enjeux de risque, pas purement économique et industriel de dépendance, mais plutôt sur les aspects plutôt politiques, géopolitiques? Merci de votre question. Oui, bien sûr, il y a énormément de travaux qui analysent la dimension géopolitique et l'usage de l'arme géopolitique à propos des terres rares. Il y a deux choses qu'il faut préciser. L'ESCO, c'est une démarche de revue systématique de la littérature publiée, donc on se fonde que sur de la littérature scientifique revue par les pairs. Donc c'est-à-dire qu'il y a notamment toute une partie de ces analyses qui proviennent de ce qu'on appelle la littérature grise, le travaux des organisations internationales, des think tanks, etc. Donc ça, il y a beaucoup de choses. La manière dont la géopolitique apparaît dans le rapport, il y a d'abord, dans l'introduction, on rappelle bien sûr ce contexte géopolitique et on pointe vers des références importantes pour le comprendre. Donc il y a des experts qu'on salue qui ont travaillé là-dessus. Et puis, d'autre part, la dimension géopolitique, elle est intégrée fonctionnellement dans l'analyse de la criticité des matériaux, puisqu'un matériau, il est critique à partir du moment où il est soumis à un risque d'approvisionnement. Et donc, la géopolitique, elle intervient fonctionnellement, dans notre rapport en tout cas, à travers l'analyse de qu'est-ce qu'un matériau critique et comment est-ce que ça opère sur le fonctionnement de la chaîne de valeur des terres rares. Juste pour continuer un petit peu plus, je crois qu'il faut rentrer dans le détail si on se pose ces questions-là, parce que les questions, elles ne sont pas du tout posées de la même façon en fonction de l'industrie. Donc c'est pas seulement l'utilisation des terres rares, mais c'est aussi votre industrie, votre typologie d'industrie. Typiquement les Japonais, qui fabriquent beaucoup d'appareils, on va dire, utilisés dans le domaine du numérique, étaient très exposés à la bonne volonté chinoise. Et on a vu ce que ça a donné dans les années 2010. C'est pas forcément vrai pour d'autres pays, même des pays développés, hein, qui n'ont pas forcément cette production. Donc c'est clairement au cas par le cas. Et comme le disait Romain, il y a beaucoup de littérature hein, là-dessus, c'est très clair. Mais il y a aussi toute une littérature qui n'est pas de la littérature scientifique, mais que tu connais bien, Sébastien, au niveau européen, toute la discussion qu'il y a, et c'est vrai dans tous les pays, qu'il faut regarder aussi, quoi. Donc c'est compliqué, hein, c'est compliqué, et diversifier les approvisionnements, c'est un des piliers quand même, hein, pour lisser tout ça. Oui, autre question. Présentez-vous, s'il vous plaît. Oui, donc, Olivier Vandérag, prof de géosciences à Toulouse et co-animateur du projet ciblé sur le Massif central, dans le cadre du PEPR sous-sol bien commun. Voilà pour la présentation. Et donc, c'est une question qui complète la réponse d'Olivier, et puis s'adresse aussi à Sébastien, hein, sur l'analyse du message politique. Quand on regarde 10% en gros dans le Critical Raw Materials Act, 10% pour le renouveau minier, 40% pour la réindustrialisation, 25% pour l'économie circulaire ou le recyclage, et 65% pour la souveraineté. Comment vous analysez cette répartition des forces ? Vous parlez par rapport au Critical Raw Material Act et aux différentes cibles. Ok. C'est difficile de répondre de manière très générale parce que bien sûr, ce qui est le plus intéressant, c'est que ce sont des cibles qui sont
applicable à l'ensemble des matériaux critiques. Et on sait que ces matériaux, leur liste s'accroît tous les 3 ans avec la revisite de la liste de l'Union européenne. Et donc ça veut dire qu'il y a une forme d'indétermination par rapport aux chaînes de valeur spécifiques. Et moi, ce qui nous intéresse, c'est par rapport aux terres rares. Et c'est pour ça que j'ai pointé le gap de recherche qu'on a sur la manière dont les chaînes de valeur sont concrètement organisées. C'est qu'en réalité, ces objectifs, ils s'appliquent de manière indiscriminée à l'ensemble des matériaux critiques. Donc c'est ça qui est intriguant, si vous voulez. Là, je pense qu'il y a des gens dans le PEPR qui travaillent un petit peu sur ces problématiques-là et qui pourront utilement vous donner des infos au café. Autre question dans la salle? Voilà. On vient vers vous. Toujours pareil, présentez-vous s'il vous plaît et votre question. Bonjour, Capucine Nouvelle, je suis aubergère mais je viens de rejoindre le projet Vertical. Moi, ce qui m'a interpellée, c'est j'ai un peu la même observation sur le manque d'études empiriques sur le fonctionnement des marchés et des chaînes de valeur. Je me demandais, en observant ça, est-ce que vous avez trouvé des pistes de réflexion sur quel domaine s'y intéresse, même si ce n'est pas forcément des travaux aboutis, ou c'est vraiment un gap absolu que vous avez vu? Et aussi sur l'aspect traçabilité, est-ce que c'était spécifique aux terres rares ou est-ce que vous avez eu ça en fait de manière générale sur tous les métaux? Donc sur les aspects de traçabilité, donc il y a des outils juridiques qui se mettent en place, comme le passeport numérique à l'échelle européenne pour l'ensemble des métaux critiques. On n'a rien vu de vraiment spécifique terres rares. C'est des choses qui existent sur certains métaux, comme l'or par exemple, avec une obligation de traçabilité. Donc il y a cette traçabilité, la vie du produit administrative. Il y a peu de choses sur, en tout cas on n'a pas vu de grand chose sur la traçabilité physique pour tracer l'origine d'un minerai par exemple. Il y a quelques études vraiment récentes sur la possibilité d'utiliser des outils géologiques par exemple pour pouvoir tracer l'origine des terres rares avec des signatures isotopiques qui sont typiques d'un gisement ou d'un autre, par exemple. La première partie, sur quelle piste on peut avoir, en fait, pour toutes ces questions, il faut utiliser ce qu'on appelle dans le rapport des stratégies de transposition. C'est-à-dire qu'on n'a pas vraiment d'infos, mais en revanche, vous avez de la littérature, par exemple, qui va apporter ce qu'on appelle les Global Production Networks. Et donc, vous avez des papiers récents, par exemple, qui analysent toutes les chaînes de valeur de la production de batteries. Et donc, vous avez des méthodologies qui sont éprouvées pour identifier les acteurs industriels, etc., etc. Mais pour l'instant, ça ne porte pas sur les terres rares. Donc, je pense qu'en fait, l'enjeu, c'est d'essayer d'utiliser des stratégies d'enquête sur d'autres objets pour les appliquer aux terres rares. Donc, par exemple, c'est les travaux de Gavin Bridge à Durham, par exemple, qui fait ça.